Bonjour tout le monde. Donc, dans les trois premières vidéos, je vous ai présenté d'un premier temps ce que j'espère voir devenir HHM, puis la définition de l'hypersensibilité et de l'hyperempathie, et finalement, en quoi j'espérais que HHM puisse répondre à certaines problématiques des hypersensibles et hyperempathes. Là, on arrive sur la dernière vidéo de la partie présentation des vidéos. Je vais faire d'autres vidéos ensuite, mais sur d'autres choses que la présentation. Et je vais faire ma présentation à moi. Pourquoi est-ce que moi je me lance dans ce projet? Quel est mon rapport à l'hypersensibilité, l'hyperempathie, tout ça, quoi. Donc, je- j'explique aussi en quoi mes difficultés personnelles font qu'il m'est compliqué de créer HHM. Que je m'y donne à fond, mais que je suis pas sûr du tout d'y arriver, que je pense et que je cherche à avoir de l'aide parce que si on était au minimum deux sur ce projet, ça rendrait déjà la chose beaucoup plus solide. Je pose un warning déjà. Attention, je vais parler de suicide. Je suis un individu fortement suicidaire. On n'est pas du tout sur une success story où je vais vous sortir je sais comment transformer votre hypersensibilité, votre hyperempathie en pouvoir trop fort. Grâce à ça, vous allez réaliser tous vos objectifs. Amour, argent, travail, vous aurez tout. Non, non. C'est pas du tout le type d'histoire que je vais vous raconter. Je suis plutôt dans un sale état psychique et compagnie. Donc, si vous craignez un peu les trucs hardcore, je vous conseille pas forcément de regarder cette vidéo. En plus, soyons francs, ce qui compte, c'est HHM quand même. Je me prête au jeu, je me présente parce que voilà, si tout fonctionne comme je l'espère, si tout se passe comme je le prévois, ben, je me présente en tant que futur fondateur d'HHM, donc ça me paraît normal de me prêter au jeu, mais soyons honnêtes, c'est pas ce qui me paraît le plus utile dans les vidéos que je fais. Alors, euh, si je parle de moi, la première chose que je dois dire, en- avant même de me décrire en tant qu'hypersensible ou hyperempathe, le premier mot qui me décrit, c'est le mot extrême. En, en toute chose, ou quasiment, dans le positif comme dans le négatif, dans mes besoins comme dans ce que j'exprime de moi, j'ai j'ai tendance à être un individu extrême, jusqu'au boutiste qui, qui recherche le paroxysme, l'intense, l'absolu, et et qui ne se reconnaît pas du tout dans la demi-mesure. Et comme je disais, c'est vrai sur les plans positifs comme négatifs de ma personnalité. Par exemple, je suis une feignasse et un porc. Je suis vraiment extrêmement fainéant, je suis un individu extrêmement sale, mais je suis aussi un individu gentil et réfléchi, et je suis extrêmement gentil et extrêmement réfléchi. Et dans à peu près tout ce que je vais dire de moi, vous pouvez à peu près toujours rajouter le mot extrêmement devant. Je, je l'utilise comme premier mot pour me décrire, c'est parce que c'est quelque chose qui, qui, qui va être vrai pour tout le reste de ce que je vais dire en fait. Je suis un individu toujours dans l'extrême, jamais de la demi-mesure. Je vais pas forcément épiloguer une demi-heure, mais c'est vraiment un aspect essentiel de ma personne. Alors, mon hypersensibilité, je l'ai toujours eu. Il y avait des signes dès l'enfance. Bon, bien sûr, j'ai pas su immédiatement que j'étais hypersensible. Même le fait que mes particularités sensorielles fassent partie de l'hypersensibilité,
C'est quelque chose que j'ai peut-être découvert il y a quelque chose comme 5 ans grâce à une personne qui m'en a parlé. À titre personnel, j'ai tellement de bizarreries que j'avais pas forcément fait le lien entre ces deux choses. Donc, je- j'avais pas le mot, mais les signes de l'hypersensibilité, quand je revois les quelques images qui me restent de mon passé, ça me semble assez clair. Et par exemple, le fait que à l'époque où j'étais gosse, et je me baladais dans la rue pour aller n'importe où, accompagner les parents en course ou aller à l'école ou quoi. Et je sais plus du tout quel âge j'avais, mais je me rappelle que, que pendant un long moment, probablement plusieurs années, mais j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Donc je suis vraiment dans la spéculation. Mais bon, tel que je me le représente, ça avait l'air d'être quelque chose de naturel que j'ai fait pendant longtemps. Je disais bonjour à tous les passants, je leur souriais. Ça, sans forcément chercher à leur parler, quoi, mais voilà, tout. J'ai aussi qualifié comme étant un enfant extrêmement gentil, tout ça, donc les, les signes de l'hypersensibilité, ils sont apparus vraiment tôt dans ma personnalité. J'ai tendance à penser que je suis né comme ça. L'hyperempathie, c'est différent. Si vous devez estimer la chose, je dirais que j'ai toujours eu le fond en moi, le potentiel, mais par contre, il y a quand même eu un déclencheur. Il y a quand même eu un moment qui a été très important dans, dans ma relation à l'empathie et donc à l'hyperempathie. C'est la première fois où une personne s'est confiée à moi. J'ai assez peu de souvenirs du contenu de cette confidence. Je me rappelle à peu près de la personne, je revois à peu près l'image. Et, et sur le moment, ça m'a pas paru être quelque chose d'important pour moi à titre personnel. Mais là encore, en reconstruisant mon histoire, en regardant mon passé, en cherchant à faire des liens et à comprendre des choses, j'ai quand même très fortement l'impression que c'est le moment qui m'a servi de, de sondeur. Alors, so- sondeur, c'est un terme qui n'existe pas en français, qui n'existe en vrai dans aucune langue. C'est c'est John Kenning, un gars qui est apparemment un vidéaste et auteur américain, mais qui est surtout connu pour avoir écrit The Dictionary of Obscure Sorrow. Je parle franglais, désolé pour l'accent. Euh, il y a un dictionnaire de néologismes qu'il avait écrit. Apparemment, c'est le terme qui a été le plus repris et utilisé sur Internet, même si, encore au jour d'aujourd'hui, c'est un terme qui n'existe pas dans les dictionnaires et tout. Mais, mais c'est un mot qui décrit le moment où on prend conscience de l'altérité de l'autre. le, le moment où on comprend que l'autre a lui aussi une vie intérieure riche et profonde, complexe, qu'on peut, qu'on peut explorer, avec laquelle on peut être en contact, quoi. Et j'ai une hypothèse dans ma tête, qui n'est qu'une hypothèse, je n'affirme pas une seule seconde que c'est vrai. J'ai, comme je vous le disais un peu dans les vidéos précédentes, il m'est arrivé de croiser d'autres hypersensibles. Je vais vous parler de mon parcours de toute façon, y compris de mon parcours hyper empathique. J'ai écouté, j'ai tenté d'aider pas mal de personnes dans ma vie, et dans le lot, euh, il y avait d'autres hypersensibles, et en particulier d'autres hyperempathes. J'ai souvent eu l'impression, qui je le répète, mais qui est une impression et que je n'affirme pas que ce soit vrai, que les circonstances de déclenchement de l'hyperempathie, ce fameux sondeur, ce moment
où on prend réellement conscience de l'altérité entre guillemets complète de l'autre, que l'autre est réellement un être humain intérieur entier, que les circonstances d'apparition de l'empathie va donner sa forme finale à l'hyperempathie. Par exemple, moi, mon hyperempathie est née, d'après ce que j'ai reconstruit de mon histoire, le fameux jour où quelqu'un s'est confié à moi pour la première fois, et j'ai une hyperempathie qui repose clairement sur l'écoute de l'autre, sur la confidence, sur l'exploration. Et, euh, et j'ai pu voir d'autres personnes qui ont par exemple une hyper-empathie qui, qui sera plus qui sera plus née dans un contexte d'enfance, de maltraitance, de besoin de protection, ce genre de choses. Et j'ai eu l'impression que leur hyper-empathie à eux n'avait pas tout à fait la même forme que la mienne, qu'ils étaient peut-être plus sensibles aux signaux de danger, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes capacités exploratoires que celles que je peux avoir, quoi. Donc, donc j'en ai retiré une impression que vraiment, le moment de première découverte de l'autre, le, 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 le moment qui va être déclencheur de l'hyper-empathie, va en quelque sorte lui donner sa forme. Mais bon, je le répète, c'est une supposition, une idée que je partage en passant, mais voilà, on peut s'arrêter à ça. Alors, par rapport à mon rapport à l'autre, parce que et je vais avancer de manière plus ou moins chronologique, d'abord sur le psy, puis ensuite sur le physique. Donc là, je vous explique que je suis né hypersensible, que l'hyperempathie est apparue plus tard. Euh, dans mon rapport à l'autre, j'ai jamais réussi à l'époque où j'étais encore jeune, où j'étais encore un individu sociable, j'ai jamais réussi à me trouver un semblable. Euh, J'ai fait beaucoup de rencontres dans ma vie, et y compris pendant un moment, je provoquais des rencontres parce que je me cherchais un semblable. Toutes les personnes que je croisais, je fouillais en elles, je recherchais l'éventuel potentiel. Je, je faisais des tests pour voir ce qu'ils percevaient, ce qu'ils percevaient pas, ce genre de choses, parce que j'étais vraiment dans la recherche et le besoin de trouver quelqu'un de similaire à moi. En plus de ça, de toute façon, dans, dans les rapports humains un peu plus classiques, je n'arrivais absolument pas à trouver satisfaction. Je, je vous l'ai dit, je suis extrême dans ce que je manifeste de moi, mais aussi dans mes besoins. Euh, pour moi, un rapport humain qui aurait pu me convenir, ça, ça aurait été quelque chose de fusionnel avec une implication totale, capacité à se livrer entièrement à l'autre et à lire en l'autre et à chercher à l'explorer pour tout comprendre de lui. Alors que bon, chez les humains, je trouvais plus de la demi-mesure, voire dans mon rapport aux choses, qui est basé sur l'extrémisme, le besoin de paroxysme et compagnie, de la tiédeur et de la fadeur, on va dire. Une, euh, une forme d'affect qui pouvait absolument pas me nourrir. Tout simplement, le retour affectif que je pouvais avoir de leur part, c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur pour moi. Parce que c'était pas extrême, c'était pas jusqu'au boutiste, alors ça vaut rien. Et les humains classiques ne sont pas tout à fait capables de relationnel extrême, quoi.
Donc, si on ajoute ça au fait qu'en plus, tout simplement, pas de semblables, des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts et consciences que moi, on va dire. Donc, le relationnel humain, c'est clairement quelque chose dont il a fallu que je me détourne. Ensuite, j'ai aussi eu mon parcours empathique, donc je vous en parlais, qui a été assez particulier et lui aussi douloureux. Euh, j'ai écouté, accompagné et tenté de soulager pas mal de personnes. J'ai volontairement accru mon empathie, mes capacités, y compris ma contagion émotionnelle volontaire que je poussais, et je poussais le tout le plus loin possible pour tenter de soulager les autres autant que je pouvais. Et je vais affiner les choses beaucoup trop, y compris dans ma capacité à percevoir la douleur de l'autre. Il fait que déjà, de base, la douleur de l'autre est de toute façon quelque chose qui a été extrêmement douloureux dans mon vécu. Mais, mais ça s'est clairement accru entre l'accumulation, le fait que j'essaie d'aller toujours plus loin. Donc j'ai pu avoir des phases dans ma vie où je me suis même dit que c'était mon rôle, que ça me convenait, que j'étais quelque part. J'étais un passant dans la vie des gens. Je les rencontrais le temps de les écouter, de les soulager. Après, la relation était finie. Et j'attendais que la prochaine personne à aider vienne à moi. Mais, mais forcément, et ma relation à la douleur de l'autre, ça n'a pas été quelque chose de facile. Excusez-moi. Et en particulier, le fait que je percevais parfois des douleurs, et en particulier le fait que je percevais parfois des douleurs des personnes qui venaient pas à moi, que je pouvais pas soulager, parce que vous êtes en train de le comprendre, ça a été quelque chose d'assez douloureux dans mon parcours. Je pense même pour pouvoir dire, sans trop de risque d'erreur, que la douleur de l'autre, c'est ce qui a été le plus douloureux pour moi dans ma vie. Enfin, il y a quand même deux, trois trucs que j'ai pas vécu hyper bien, mais c'est clairement le pire. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Bref, parcours empathique, pas très très agréable. Après, pour les personnes que je pouvais aider, ça restait quelque part supportable. J'étais en lien avec leur douleur, ça me faisait souffrir, mais mais il y avait un sens à ça. Je pouvais vraiment les soulager, je pouvais voir ce que je leur apportais. C'était pas facile, mais ça avait un sens. Mais perso, la souffrance des personnes pour qui je pouvais rien, ça c'était vraiment juste horrible.
Oui, en plus tout ce que je vous raconte, et en particulier le fait que j'ai affiné mes perceptions et compagnie, durant tout ce temps, j'étais aussi quelqu'un qui était à la limite, voire complètement dans l'obsessionnel pour tout ce qui est introspection, analyse de l'autre, compréhension du monde, tout ça. Je, je n'étais pas du tout, je ne suis toujours pas d'ailleurs, quoique c'est un peu plus aujourd'hui, non, je dis une bêtise. J'étais pas du tout à l'époque quelqu'un qui allait se nourrir à la connaissance humaine établie et compagnie. Je lisais pas sur ce qui concernait la psychologie et compagnie. J'étais beaucoup plus dans une démarche autodidacte, exploratoire, où il a souvent fallu que je réinvente la roue, mais je cherchais à comprendre par moi-même et pas absorber, et non pas absorber un savoir extérieur, quoi. Donc, je me suis beaucoup transformé sur beaucoup de points durant ce parcours. J'ai appris à transformer mes schémas de pensée, à nourrir mes besoins autrement, et plein de trucs. Ça a participé à ce que je puisse avoir les changements comme l'accroissement de, de mes capacités empathiques. Et, euh, et ça a aussi grandement participé à ce que je vais expliquer dans pas très longtemps quand je suis devenu schizoïde. Et autre chose qui avait lieu durant toute cette période aussi, c'est que là, je vous en ai parlé d'un mon lien à l'autre, de mon besoin d'extrême, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est vrai de manière générale. Euh, Me nourrir dans la vie d'expériences qui ne sont pas extrêmes, qui n'apportent pas des émotions intenses, des sensations fortes, qui n'apportent pas un certain... Alors, le mot est mal choisi parce que le visuel, c'est une des choses à laquelle je suis le moins sensible, mais il y a un certain esthétisme dans la recherche de sensations et d'émotions, un besoin d'aller toujours plus fort, plus loin. Et, euh, et donc, globalement, je suis un individu qui ne peut se satisfaire que dans l'extrême. Vous en avez parlé dans les relations humaines, mais ça reste vrai dans le reste aussi. Donc, en plus de tout ça, j'étais de toute façon dans, dans une insatisfaction globale face à la vie et ce que la vie pouvait m'apporter, quoi. Je me, je me rappelle, j'ai pas les phrases exactes en tête, mais j'avais lu le livre de Nathalie Claubert, ma Bible de l'hypersensibilité, que j'avais utilisé dans la seconde vidéo pour les définitions, si vous l'avez vu. Et je me rappelle qu'elle parle de différents profils euh, d'hypersensibles à un moment donné. De mémoire, je crois que je m'étais reconnu dans plusieurs profils, mais je me rappelle d'un profil en particulier où elle disait que certains hypersensibles, par leur capacité à ressentir les choses intensément, vont devenir quelque part des drogués de l'intensité et vont se mettre à rechercher ça, avoir besoin de ça. C'est clairement un type de profil dans lequel je me reconnais assez facilement, quoi. J'ai j'ai besoin de paroxysme, hein, j'ai besoin d'intense et c'est quelque chose que la vie n'apporte pas facilement. Donc, entre ce travail que je faisais sur moi-même, ces insatisfactions générales et ce lien compliqué à l'autre, plus en particulier à sa douleur, euh,
j'ai petit à petit glissé vers le trouble de la personnalité schizoïde. Euh, Déjà parce que j'ai appris à travailler sur mes besoins, j'ai appris à diminuer mes divers capacités et appétences pour tout ce qui est sur mes besoins intellectuels, émotionnels et compagnie. J'ai appris à m'étouffer en fait, en quelque sorte. À, à étouffer certains points de ma personnalité, ce qui aide aussi à étouffer son empathie. Bon, je vous en avais parlé un peu au fil du temps, dans les vidéos précédentes, pardon. Euh, Au fil du temps, qu'on a un parcours hyper empathique, encore plus comme le mien, où j'ai creusé les choses, forcément, à un moment donné, on glisse aussi vers l'hypercompétence sociale, le volet intellectuel de la compréhension de l'autre, des relations humaines et compagnie. Donc cet aspect-là, forcément, c'est de la pure connaissance. Je pouvais pas l'étouffer, mais, euh, mais la perception empathique elle-même, la perception émotionnelle, euh, ça m'a permis de ne plus la vivre, donc de la vivre beaucoup mieux. En devenant schizoïde, où le rapport à l'autre qui était déjà difficile, j'ai eu de moins en moins de besoins et de plus en plus de rejets. Ça fait à peu près probablement plus de 15 ans, mais je suis très mauvais sur les dates. Donc on va dire grosso modo dans les 15 ans ou plus. Euh, que je vis enfermé au point que simplement descendre en bas de chez moi, acheter une baguette de pain, ça fait très très longtemps que c'est inimaginable que je fais pas. Là, là, cette année, sauf faire de ma part, j'ai pas mis un pied hors de chez moi une seule fois dans l'année. Et l'année dernière, j'ai fait que je crois l'avoir fait une seule fois pour un arrachage de dents. Après, j'ai une très mauvaise mémoire, donc il, il me semble que ça correspond à ça. Et, et je cherche pas à avoir de relations humaines. Je veux ni pote, ni ami, ni amour. Donc, j'en suis arrivé à un stade dans mon lien à l'autre où, où les autres n'ont d'intérêt que si je peux les aider ou s'ils peuvent m'aider. Donc, si je peux être leur écoutant, être efficace, leur apporter quelque chose ou de l'information ou quoi. Ou à l'inverse, par exemple, mon suivi SAVS ou les dispositifs d'appui à la coordination, ils, ils sont là pour m'aider, donc je peux faire appel à eux. Mais avoir juste une relation humaine pour le plaisir de la relation humaine, quelque chose dont je suis plus capable. Les humains, j'en ai fini avec ça. Je vous l'ai dit, j'ai croisé d'autres hypersensibles et hyperempathes dans mon parcours. Mais malgré ça, j'ai jamais trouvé de pair parce que je pense déjà qu'à la base, je devais déjà être un hypersensible ou hyperempathe assez vénère, mais en plus, je vous l'ai dit, j'ai volontairement creusé, j'ai volontairement affiné et j'ai poussé les choses encore plus loin. Et de la manière dont je vois les choses, et ça m'a été relativement souvent confirmé par des personnes que j'avais en face de moi et qui m'ont dit que mon impression était à minima fondée. Comparé à un hypersensible ou à un hyperempathe parmi ceux que j'ai connus, et bien sûr je ne peux parler que d'eux, comparé à eux, je suis un hypersensible et un hyperempathe. La, la différence qu'il y a entre la population générale et entre les autres hypersensibles et hyperempathes que j'ai pu croiser, il y a grosso modo la même différence entre eux et moi, parce que j'ai poussé les choses loin, beaucoup trop loin.
je me suis fait mal à en poussant les choses trop loin. Et du coup, même les autres hypersensibles ou hyper empathes, je peux pas vraiment les vivre comme des semblables, comme des pairs, parce que tout comme eux, ils se sentent distants des autres êtres humains. Moi, je ressens cette même distance envers eux, quoi. Et encore une fois, ça m'a souvent été confirmé par des personnes dans ces situations ou par des observateurs extérieurs. Honnêtement, demain, HHM existe, ben, soyons fous, ça devient national, il y a plein de gens et tout. Honnêtement, je m'attends pas à trouver un semblable. Et de toute façon, même si je trouvais un semblable, aujourd'hui, je suis tellement cassé, brisé dans ma relation à l'autre, que je suis encore capable de vivre en relationnel. Pour ajouter à ça que, que les autres choses, donc le relationnel à l'humain, chez moi, je considère que c'est mort. J'ai pas du tout d'appétence pour le statut social. Je ressens pas le besoin d'avoir tel emploi, de faire des efforts pour accumuler de l'argent, que je vous l'ai dit, je suis une feignasse de, de niveau compétition. Et en fait, tout ce dans quoi les gens peuvent, peuvent trouver un sens à leur vie, donc encore une fois, le lien à l'autre, le travail, l'argent, la famille, tout ça, ben, la famille c'est le lien à l'autre, pardon. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Du coup, je me retrouve dans un vide existentiel, un vide existentiel plus avec mon besoin de paroxysme, une absence d'intérêt pour ce que la vie peut m'apporter de manière globale, parce que la vie peut m'apporter de toute façon, c'est pas assez pour moi. Non pas, quand je dis c'est pas assez pour moi, c'est pas une histoire de mérite, de je vaux plus que ça ou autre, mais par mon besoin de paroxysme, les choses ne sont pas très très intenses, elles ont juste pas de valeur, quoi. Et étant donné que je suis beaucoup trop feignasse pour mettre au fait à une vie intense, j'ai clairement vécu dans l'insatisfaction et le vide de sens. Donc, je, j'en suis au bon endroit, ouais. Donc, il y, a, il y a- il y a une chose aujourd'hui, depuis quelques années dans ma vie, qui est nettement plus intéressante, mais genre après je vais en parler plus tard, c'est la réalité virtuelle, la VR. Mais bon, en dehors de ça, vraiment pas grand-chose. Donc, ça fait très très longtemps que je suis suicidaire. J'ai fait beaucoup de gestes suicidaires avec, avec pas mal de méthodes. Et je suis quelqu'un chez qui l'envie de mourir est présente en permanence et de manière très forte. Pour vous donner une idée, quand je dis que ça va, parce qu'effectivement, dans mon référentiel à moi, on va dire que c'est mon état normal, mon état où ça va. Euh, Ça signifie que mon envie de mourir est obsessionnelle, donc à peu près permanente, sauf si j'arrive à détourner mes pensées, à avoir des activités. Tant que j'ai une activité que je m'occupe, j'arrive à peu près à ne pas penser en permanence au fait que j'ai envie de mourir et que je veux plus de cette vie. Mais et, euh, et sur les moments où ça va pas, c'est que l'envie de mourir, elle est plus, elle est plus obsessionnelle, elle est carrément envahissante. Même en ayant des activités, j'ai ces pensées ces pensées, ces envies qui viennent à moi. Je peux,
jusqu'au jusqu'au degré où parfois je peux même plus avoir d'activité parce que je peux plus vivre que ces pensées. Donc c'est quelque chose que j'arrive à peu près à avoir sous contrôle. en- donc en ayant à peu près toujours des activités pour détourner mes pensées, en essayant de ne pas penser à ce que je suis, à ce que je vis, à mon histoire et toutes ces trucs qui m'intéressent pas et au fait que je pourrais survivre encore pendant longtemps. Donc pour contrôler ça, je fais aussi en sorte d'avoir une vie la moins difficile possible, parce que forcément, au plus la vie est difficile, au plus mon envie de mourir sera pressante. Donc j'évite le contact avec les humains, parce que le contact avec les humains, ça m'est devenu douloureux. J'évite les efforts, les pénibilités, ce qui bien sûr ne répond absolument pas à mon vide existentiel, hein. Ça l'amplifie même, mais ça permet de garder la douleur de la vie à un niveau supportable. Je regarde, je me suis dans... Parce que je me suis pris des notes, vous vous en doutez, pour pas oublier de trucs. Oui, à un moment donné est venue ma principale tentative de suicide. Je vous l'ai dit, j'en ai fait un million, mais il y en a une qui m'a marqué en particulier. Je vais pas m'y pencher dessus, parce que je voudrais pas... S'il y a des personnes un peu sensibles qui regardent la vidéo, je voudrais pas être trop lourd, mais tout simplement, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir, c'était le meilleur moment de ma vie. Et maintenant qu'on commence par moi à ce moment-là, bon, ça a échoué. Euh, L'échec a été brutal parce que je croyais vraiment être en train d'y passer. J'étais vraiment très très heureux de ça. Au moment où je me suis retrouvé face à la survie, ça a été compliqué. Après ça, je ne pouvais plus vraiment faire de gestes suicidaires parce que j'avais trop peur de me retrouver encore face à cet échec après avoir vu qui a vraiment été trop douloureux. Donc c'est suite à ça où je suis allé pour la première fois à l'hôpital psychiatrique parce que je m'étais mis dans une situation de galère où depuis un bon moment, je ne m'occupais plus d'avoir des revenus, je payais plus mon loyer ni rien. Donc un peu tout mon parcours psy que j'ai eu, ça m'a beaucoup aidé sur le plan social. Je m'étais mis dans de grosses misères, de toute façon j'ai souvent eu des misères de ma vie. Sur le plan social, ça m'a vraiment beaucoup apporté à ce niveau-là, mais mes niveaux psychiques, ça n'a pas vraiment été un apport pour moi, ça m'a pas aidé à me sentir mieux malheureusement. C'est absolument pas une critique des psychologues ou psychiatres, hein. Il y en a certains qui vraiment ont fait du bon boulot, ils ont fait de leur mieux, mais ils n'ont pas réussi à m'aider. Même sur le plan chimique, j'ai essayé pas mal de médocs. Il n'y a, il y a rien qui m'a aidé à aller mieux. Donc aujourd'hui encore, je reste un individu extrêmement malheureux
qui n'a pas d'espoir d'aller mieux et qui rêve de la mort très, très régulièrement. Euh, on a à peu près fait le tour de... Ah ben non, on n'a pas fait le tour de ma situation psychique. J'ai oublié que j'ai d'autres particularités sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'intellect, ce genre de choses. Mais bon, la vidéo est le plus sur l'hypersensibilité, hyper-empathie, mais simplement, voilà quoi. Il y a un peu comme le côté extrême. Mes particularités de mémoire et d'intellect, je ne suis pas capable de dire si c'est la même neuroatypique que l'hypersensibilité, hyper-empathie, si ce sont des choses à part. Ça, voilà, je suis pas capable d'in- d'affirmer ou d'infirmer un quelconque lien. Mais j'ai d'autres spécificités. Je suis chelou à pas mal de niveaux. Et qu'est-ce qui en fait partie, qu'est-ce qui n'en fait pas partie, je suis pas capable de le dire. Alors, en dehors de la situation psychique, quoi que forcément c'est lié, euh, sur le plan physique aussi, j'ai j'ai pas mal de soucis. J'ai une crise cardiaque euh, assez jeune, où je suis resté chez moi pendant une semaine à souffrir. J'ai pas consulté de médecin ni rien, ce qui fait que j'ai une artère cardiaque qui s'est bouchée puis fossilisée. Plus tard, j'ai une seconde crise cardiaque, j'ai une autre artère qui tient avec deux stents. Donc du coup, j'ai un état cardiaque assez pourri. J'ai j'ai divers problèmes comme une surdité à l'oreille gauche et, euh, et surtout un souci au genou droit. Entre mes problèmes cardiaques, le fait que je vous l'ai dit, je suis un individu extrêmement feignant, j'ai à peu près toutes les périodes où j'ai pas travaillé de ma vie, j'ai quasiment vécu à l'IT, en quittant mon lit le moins possible. On rajoute à ça que je pèse 200 kilos, bon ben vous le voyez, je fume des clopes. Et j'en suis arrivé à un stade où j'ai eu un très faible périmètre de marche, donc j'arrivais à marcher 1 ou 2 minutes, pas plus. Euh, donc j'ai fini en fauteuil roulant. Un peu plus tard, grâce à la VR, ben, c'est dont je vais parler ensuite. Sur le plan physique, ça a commencé à aller un peu mieux. J'ai même eu espoir de redevenir valide à un moment donné. Puis j'ai eu mon problème de genou et ça a été les clous sur le cercueil de ma validité, quoi. Donc voilà, en plus de mes difficultés psy, j'ai j'ai quelques handicaps sur le plan physique aussi. Euh, je vous le disais, une autre de mes cartes. Bon, on en a fini avec la partie psychique et la partie physique. Donc, et comme je vous le disais, la meilleure chose qui m'est arrivée depuis très très longtemps, c'est que depuis quelques années, je suis devenu un fan inconditionnel de réalité virtuelle, de VR. Euh, Ça m'a permis pas mal de choses, euh, en particulier les jeux de rythme, qui sont des jeux sur lesquels il faut bouger rapidement, qui sont des jeux assez physiques, mais physiques en passant par le ludique. On s'amuse, excusez-moi, il faut que je me mouche. On s'amuse donc dans les jeux de rythme en réalité virtuelle en bougeant son corps et c'est par le jeu qu'on bouge. Donc c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien sur le plan physique. Ça a nettement amélioré mon état cardiaque. Je commençais à avoir des sérieux problèmes de dos que j'ai plus grâce à ça. Enfin, plus au stade où ça en est embêtant vu mon mode de vie en tout cas.
Euh, je- je- Mon périmètre de marche alors mon problème de genou, comme je le disais, il s'est amélioré. J'ai même eu espoir pendant un temps de redevenir valide et de pouvoir à nouveau marcher. Enfin, j'ai un périmètre de marche faible mais qui existe, mais de pouvoir marcher un peu plus normalement, on va dire. Sauf que j'ai mon problème de genou qui arrivait ensuite, du coup ça a été cuit. Mais, mais ça m'a pas apporté que ces améliorations. Grâce à la réalité virtuelle, j'ai pu avoir à nouveau des shoots de plaisir au quotidien, des moments où vraiment je pouvais m'éclater, en particulier, mais pas seulement sur les jeux de rythme. Je pouvais aussi vivre des émotions fortes et intenses qui me touchaient, en particulier, qui me touchaient en tant qu'hypersensible, comme par exemple, en réalité virtuelle, on peut avoir ce qu'on appelle des vidéos immersives, donc des vidéos où vraiment on est plongé à l'intérieur, en regardant en haut, on voit le ciel, en regardant en bas, on voit la terre, on peut voir en 3D et tout, donc vraiment des vidéos qui donnent la sensation d'y être, où on peut explorer les fonds marins, l'espace, on peut survoler en drone plein de paysages dans le monde, donc on peut vivre des choses assez magnifiques. Le- Il y a beaucoup de jeux. La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est avant tout du jeu, même s'il y a beaucoup d'autres choses, euh, y compris des jeux qui, qui vont jouer sur les sensations de déplacement. Le, Par exemple, des jeux de parcours où on saute d'immeuble à l'immeuble, on court sur les murs, ce genre de choses. Bref, il y a les films en 3D aussi. Les- on, on peut avoir chez soi, juste on appuie sur le casque, je vous montre à quoi ça ressemble si vous voulez. Juste on appuie sur le casque. Et de quoi je vous parlais, c'était plus les jeux à sensation. Oui, on peut avoir un cinéma en 3D chez soi, écran géant de très bonne qualité et tout, donc ouais, voilà quoi. C'est vraiment quelque chose qui, en tant que personne qui vit enfermée, en tant qu'hypersensible et en tant que personne pas très bien, la, la réalité virtuelle, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je retourne sur mes notes où j'en étais. Je l'ai dit. Ouais, donc on en arrive à mes difficultés sur la création d'HHM. Bon, ben, vous l'avez compris, je suis un individu qui sort pas de chez lui, qui évite tout contact avec les êtres humains. Et quand je parle de contact, c'est contact direct, mais même des appels téléphoniques ou des échanges par mail. À chaque fois, c'est beaucoup plus léger quand on raconte pas direct. Mais ça reste quelque chose qui m'est difficile. Et vous rajoutez à ça ma fainéantise, je vais vraiment avoir de grosses difficultés. Après, je suis prêt à ressortir de chez moi pour HHM, pour assurer les groupes de parole. Je ferai le facilitateur, je participerai aussi en tant que participant. Je suis prêt à faire quand même pas mal d'efforts pour qu'HHM puisse voir le jour et fonctionner, mais forcément, l'étape de création est difficile. Là, je m'aperçois qu'alors que tout ce qui est rédaction et tout, c'est quelque chose qui m'est facile, inventer des systèmes, tout ça, c'est plutôt ma came. Et pourtant, je suis en train d'écrire le fonctionnement du fichier avec HHM fonctionnement et règles. Donc, je détaille vraiment tout la- l'ensemble du fonctionnement que devrait normalement avoir l'association. En sachant que plus tard, je vous l'avais dit, il y a un système de vote pour que toutes les règles soient revotées. On pourra recréer tout ça en commun une fois que ça existera. Mais bon, il faut bien partir d'un existant. Et, euh, et cet existant, pour le moment, c'est ce fichier. Mais même ça, alors que pourtant c'est quelque chose qui devrait m'être facile.
Je vois que j'ai des résistances qui se mettent, je vois que j'ai des difficultés à relancer aussi le fait que, tout bêtement, je suis un hyper empathe, j'ai quand même eu l'occasion d'aider pas mal de personnes dans ma vie, en tout cas d'essayer, j'espère avoir réussi de temps en temps. Mais les gens que j'aidais, j'étais en contact avec eux, je voyais leur souffrance, je, je pouvais faire quelque chose pour les aider, j'avais besoin de les aider. Là, avec le projet HHM, je suis à peu près certain que le besoin existe, mais ce sont des personnes désincarnées. Je sais pas qui je vais pouvoir aider, je sais pas qui je vais pas pouvoir aider, je les ai pas en face de moi, je les vois pas souffrir, je peux pas répondre à leur souffrance, j'ai j'ai pas les mêmes ressorts motivationnels qui s'enclenchent chez moi que ce que j'ai pu avoir dans mon parcours empathique jusqu'ici. C'est vraiment aussi des choses plus compliquées. Et le dernier point, c'est que vous m'avez entendu parler de mon parcours empathique. Je vous le disais, le groupe de parole, j'espère que les bénéfices que ça peut apporter aux hypersensibles et hyperempathes sont beaucoup plus importants que les risques. Mais vous avez dit, vu le public, c'est quand même quelque chose qui me fait peur. Parce que mettre des gens hypersensibles ou hyperempathes en contact avec toute une bande de gens comme eux, mais qui sont en souffrance et qui viennent parler de leur souffrance, il y a clairement, il y a clairement un risque. Il il faudra être très attentif à ça, il faudra voir si on fait pas plus de mal que de bien, il faudra voir de quelle manière on peut alléger le mal que ça risque de faire, de quelle manière on peut essayer de maximiser le bien qu'on espère que ça fera, mais clairement il y a un risque. Et je vous cache pas que ce risque il me fait assez peur pour moi aussi. De quelle manière est-ce que je vais vivre le fait d'être en contact avec pas mal de personnes qui sont parmi, qui ressemblent plus pour moi à des semblables, et avec leur souffrance et compagnie. Est-ce que je vais bien le vivre? Est-ce que ça va être extrêmement douloureux? Je sais pas. Il va y avoir de la douleur, ça c'est sûr. De toute façon, quand je suis en contact avec des gens qui souffrent, la question se pose pas, mais est-ce que moi aussi le groupe de parole peut me faire du bien? Est-ce que je vais juste me détruire en me mettant en contact avec des choses trop difficiles? Parce que bon, j'ai aidé pas mal de gens, mais je suis quand même un individu très fragile, quoi. Je sais que j'ai j'ai pas mal été présent sur le site Doctissimo en section psy pour essayer d'aider des gens. J'ai même traîné dans la section pédophilie, par exemple, parce que des victimes de pédophilie, s'il y en a une de temps en temps, je peux l'écouter, mais c'est forcément quelque chose qui, en plus, j'ai déjà été en contact avec d'autres personnes qui ont vécu des choses assez terribles. On va dire que je suis marqué et que je suis particulièrement sensible sur le sujet. C'était quelque chose que je peux pas enchaîner 10 millions de personnes, quoi. Je peux aider une personne de temps en temps, mais c'est lourd. Après ça, il faut que je puisse digérer, il faut que je puisse me remettre. Voilà, c'est clairement sur Doctissimo. J'ai choisi les sections sur lesquelles j'intervenais en choisissant les sections qui m'étaient supportables. Parce que là, si demain je suis facilitateur d'un groupe de parole HHM, parce que c'est une terrible erreur, je vais me mettre en relation avec des choses trop douloureuses pour moi, je sais pas. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui enclenche aussi des, des mesures automatiques de protection, on va dire, sur le plan psychique. Et à mon avis, ça participe aussi à ce que j'ai du mal à progresser dans la création d'HHM. Mais bon, en tout cas, toujours est-il, sur le plan conscient, je suis un individu extrêmement motivé, j'ai besoin qu'Hypersensible et Hyperimpact de Marseille existe. J'ai vraiment difficilement supporté la fermeture de l'association des hypersensibles.
Parce que si même moi, je n'avais aucun usage, vu que je suis devenu totalement asocial, ça a été très douloureux de me dire que tous les autres hypersensibles se retrouvaient à nouveau dans la situation qui a été la mienne, d'avoir absolument aucun accompagnement, d'avoir personne qui s'occupe d'eux, d'avoir aucune possibilité de rencontrer des semblables. Enfin bref, toujours est-il. Je vous avais dit que je me décrirais, ça doit faire un moment que la vidéo tourne maintenant. Hop, j'en suis retombé. C'est liquide le temps. Oui, on arrive encore à une heure complète. Bon, ben, je pense avoir fait une description pas complète de ma personne. J'ai pas pensé en revue toute ma vie, mais bon, au moins, je me suis décrit dans mon parcours d'hypersensible et d'hyperempathe qui est menacé dans la création d'HHM. Ça me paraissait assez naturel à partir du moment où je vous présente le projet que je veux créer, que je me présente aussi, que je vous explique pourquoi, à titre personnel, je veux le créer, quelle est, entre guillemets, ma légitimité par rapport à tout ça. Donc voilà, voilà, c'est chose faite. Je vous souhaite une bonne journée et, euh, et je vais enchaîner avec des prochaines vidéos. Normalement, les deux prochaines vidéos que je pense faire, c'est le système de ruban pour groupe de parole et le système de tableau des besoins pour les prises de décision communautaires en association. Ce sont des systèmes qui pourront éventuellement être repris par d'autres groupes ou d'autres groupes de parole ou des associations s'ils sont intéressés. Donc je mettrai sur la chaîne pour expliquer le système, pour bien tout dire, en espérant que ça serve à des gens. Donc voilà, je vous tiens au jeu pour la suite. Bonne journée à vous et bonne continuation.